Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire sur les travaux de l'AIE concernant les pompes à chaleur. Je m'appelle Pedro Jorquera Serra et aujourd'hui on vous a préparé un petit programme avec mon collègue Jacob Townsend pour évoquer les travaux de ce programme de collaboration. Le programme qu'on vous propose aujourd'hui pour ce webinaire, c'est déjà commencé avec un bref rappel de ce que c'est ce programme Heat Pumping Technologies. Ensuite, on va traiter deux résultats récents des annexes qui ont été publiés en 2023-2024 pour essayer d'évoquer ce qu'il faut absolument retenir de ces deux annexes. En troisième partie, on va évoquer les travaux en cours. Donc, c'est notamment l'annexe 65 sur les pompes à chaleur dans une économie circulaire. Et là, c'est Jacob Townsend qui va vous présenter l'avancement de ce projet. Donc, c'est une présentation en anglais. Jacob qui est parmi nous aujourd'hui. Et finalement, on va terminer avec les travaux futurs. Donc, toutes les idées qui ont été évoquées lors du National Expert Meeting du 15 octobre 2024, avec les idées potentielles pour des nouveaux projets au sein de ce programme de collaboration. Et puis finalement, les projets qui ont été récemment lancés et également en cours d'élaboration. Si on commence par les rappels du programme, donc les activités de l'IEA HPT-TCP, il y a plusieurs choses dans cet acronyme. Déjà, donc c'est un programme qui est au sein de l'IEA, de l'International Energy Agency. C'est le programme de collaboration Technology Collaboration Program concernant les pompes à chaleur, les Heat Pumping Technologies. Dans ce programme, il y a une vingtaine de participants, des pays qui participent, notamment des régions de l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, avec récemment l'Espagne qui a rejoint le programme en 2023-2024. Et nous, la France, le représentant légal est l'ADEME et nous sommes du coup suppléants, le CETIAT, pour représenter la France au sein de ce programme. Le but de ce programme, finalement, c'est de vous proposer des travaux de R&D et de recherche, développement, démonstration et déploiement. Dans ce programme, principalement, il y aura des projets, anciennement appelés annexes. Et également, on va chaque année proposer une réunion de brainstorming, ça s'appelle National Expert Meeting, pour évoquer les idées de nouveaux projets qu'il faut traiter. Toute l'information qui est produite dans ces projets de collaboration sont publiées à travers soit le site internet, donc heatpumpingtechnologies.org, ou également des réseaux sociaux, à travers des rapports aussi, des annexes qui sont achevées ou en cours, et puis tous les contenus qui vous ont envoyés, comme par exemple le magazine HPT, la newsletter, le rapport d'activité annuel. Toutes ces informations sont bien évidemment gratuites et ouvertes à tous. En complément de toutes ces activités, il y a tous les 12 ans une conférence sur les pompes à chaleur. Donc, la dernière avait lieu à Chicago en 2023 et la prochaine aura lieu en 2026 à Vienne. Pourquoi ce webinaire? Puisque les travaux sont confiés au CETIAT avec un cofinancement par l'ADEME et nos actions collectives. Du coup, le CETIAT assure la représentation de la France au sein de ce programme Heat Pumping Technologies. L'idée, c'est de pouvoir valoriser toutes les activités du programme auprès de la filière française sur les pompes à chaleur et promouvoir aussi la participation active, faisant le lien entre nos recherches en France et les recherches à l'international. On organise des webinaires, une ou deux fois par an, et aujourd'hui, c'est le premier de l'année 2025. Tous les webinaires qu'on a déjà pu faire par le passé sont disponibles dans la chaîne YouTube du CETIAT. Si on évoque du coup le HPT Magazine, en 2024, il y a eu 3 éditions. Donc, chaque édition, on va avoir un sujet, un thème. Le premier thème, par exemple, était comment développer la flexibilité des pompes à chaleur et comment coupler des secteurs. Le 12e numéro avait traité comment pouvoir améliorer et étendre la plage de fonctionnement des pompes à chaleur. Et le 3e numéro, c'était concernant les sujets liés au remplacement et aux rénovations.
comment développer ces solutions dans des bâtiments existants. Notamment dans ces magazines, on va trouver des articles qui vont évoquer le sujet de la magazine. C'est-à-dire, on va avoir par exemple pour le premier numéro de 2024, on a eu un article autour de l'efficacité et la flexibilité des pompes à chaleur avec une perspective du Royaume-Uni. On a eu un article également sur le sujet numéro 2, comment étendre le plage de fonctionnement des packs, avec des recherches autour des pompes à chaleur de forte puissance. Et finalement, pour le troisième numéro, on a eu par exemple un sujet en lien également avec le marché du Royaume-Uni et pour essayer d'évoquer comment améliorer et avoir un déploiement plus rapide des pompes à chaleur dans des solutions de rénovation. Il y a également un petit rapport du marché. Chaque numéro, on va avoir des données sur un pays en question. Et en 2024, on a eu des données du marché du Japon, de la France et en Italie. Tout ça se lit en ligne et est accessible gratuitement. Les thèmes de 2025 qu'on vous propose, il y en a 3. Le premier, c'est les réfrigérants naturels pour les pompes à chaleur. Le deuxième, c'est les contrôles intelligents. Et le troisième, c'est autour des pompes à chaleur industrielles. Il est bien évidemment possible de proposer d'autres articles qui sont en dehors du sujet principal du magazine. Si vous souhaitez du coup publier un article dans ce magazine, vous pouvez m'envoyer un mail. Et on vous propose tout simplement une petite question là en ce moment pour sonder votre possible participation dans ces magazines. J'aimerais savoir tout simplement si vous seriez intéressé à partager des informations, publier des articles dans ce magazine. Donc les réponses peuvent être oui, si vous avez déjà des choses peut-être prêtes pour les prochains articles. Peut-être si dans le futur, vos recherches vont correspondre à ces différents sujets, ou si pas du tout, vous êtes plutôt en attente des publications pour être au courant de ce qui s'est fait. Donc une petite trentaine de secondes pour que vous puissiez répondre. Et puis on pourra passer au sujet suivant. On attend encore un tout petit peu, mais les premières réponses sont assez intéressantes. Une 50% des participants pourraient envisager de publier des choses. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez déjà des choses à m'envoyer un petit mail sur l'adresse qui est affichée à l'écran pour que voilà, on puisse proposer des articles. Merci beaucoup pour vos réponses. On va enchaîner maintenant avec d'autres informations qui sont également publiées à travers ce programme, qui s'appelle des Member Country Reports. Et là, c'est des webinaires qui sont organisés 1 à 2 fois par an. On va en 2024, du coup, il y a eu par exemple en mars la Chine qui nous a donné pas mal d'informations sur leur marché déjà national et également à l'international, avec des informations comme quoi les ventes des pompes à chaleur en Chine continuent à augmenter même en 2023 et en 2024 également. Ils nous ont donné quelques informations par rapport à leurs recherches et applications, avec des sujets assez variés. Je ne rentre pas dans le détail, bien évidemment, mais avec des sujets en lien par rapport aux pompes à chaleur sur l'air, les pompes à chaleur à haute température et les pompes à chaleur aussi à haute efficacité. En septembre 2024, on a eu un 12e webinaire avec l'Allemagne qui nous a partagé également des données du marché des pompes à chaleur nationales. De leur côté, ils voyaient encore une nette augmentation des ventes en 2023, mais les premières informations de 2024 montraient une baisse considérable des ventes du premier semestre par rapport à 2023, avec une baisse d'environ 50% sur les systèmes sur l'air et de production d'eau chaude sanitaire. Pas mal de sujets de recherche et un exemple, c'est le projet Relabor GWP, donc GWP pour l'allemand concernant les pompes à chaleur à forte puissance, à grosse capacité.
C'est un projet pour développer finalement des solutions pour les smart grids et les réseaux de chaleur. C'est démarré en 2021 qui se poursuit jusqu'à fin 2025-2026. Le Danemark a également présenté des données du marché, avec déjà en 2023 un marché qui avait souffert par rapport aux années précédentes, et 2024 également qui continuait dans cette souffrance. Les exemples de R&D, on a à titre d'exemple le projet Spirit qui se concentre autour des pompes à chaleur industrielles pour pouvoir fournir de la chaleur jusqu'à 160 degrés Celsius pour 2030, avec pas mal de petits modules, comme par exemple proposer des démonstrateurs, pouvoir concevoir des pompes à chaleur modulaires, proposer des nouveaux business models, améliorer la performance et optimiser les systèmes, ainsi de suite. Finalement, le dernier pays à avoir contribué, c'était la Corée du Sud. De leur côté, ils n'avaient pas forcément des données du marché à nous présenter. En revanche, ils ont fait un point sur les normes, les règlements en Corée et également les incentives financiers. Du coup, on voyait qu'il y a une volonté effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 2030 à environ 35%, avec finalement des aides de l'État et avec un ensemble de normes pour favoriser le développement des pompes à chaleur géothermiques, mais également des pompes à chaleur sur une source d'eau du type de la mer, par exemple de l'océan, ou également des fleuves. Il y avait en revanche pas une bonne visibilité par rapport à toutes les aides de l'ensemble du marché de la pompe à chaleur, et notamment un point qui était intéressant, c'est que les pompes à chaleur sur l'air ne sont pas forcément considérées en Corée comme un système à énergie renouvelable. Du côté de la recherche, on avait un projet sur les pompes à chaleur à haute température pour le séchage avec une récupération des chaleurs, dans le but de développer et optimiser un système de 35 kW thermique avec un compresseur de type scroll, utilisant également des matériaux à changement de phase pour le stockage de la chaleur et pouvant produire de l'eau chaude à environ au-delà de 85 degrés Celsius. Voilà, donc il y a plus de détails bien évidemment dans chaque report des pays. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Sur l'introduction, je affiche le petit Excel. Sur la côté générale, il y a une question sur à quel moment on peut participer à une annexe. Du coup, quand une annexe est lancée, donc ces projets, aujourd'hui, il s'appelle des projets, quand le projet est accepté par le comité exécutif, puisqu'il y a déjà assez de pays pour participer, donc 3 pays, on peut participer à tout moment la première année. Pour cela, il faut qu'évidemment, le représentant légal qui est l'ADEME valide la participation. Donc, vous devez aussi venir avec une contribution au projet et avoir des moyens financiers pour payer les frais d'inscription. Il y a également une question autour des webinaires. Il n'y a pas eu de webinaire en 2024. Normalement, on en fait 2. Déjà, à la fin de l'année 2024, la situation ne nous a pas permis de vous proposer un webinaire et du coup, c'est pour ça qu'on l'a repoussé aujourd'hui. Et en 2025, on vous proposera peut-être 3 webinaires. Et en début d'année, on a changé le mode de fonctionnement avec un webinaire plus de type brainstorming avec des pouvoirs publics, l'ADEME et Uniclimat. Du coup, ce type d'information a été partagé à certains de nos industriels. Si jamais vous êtes intéressé à avoir un retour plus précis de ce qui a été évoqué dans ce webinaire de brainstorming, où on a évoqué le plan stratégique du programme par rapport au plan de l'ADEME sur les pompes à chaleur à 2030. Et on a identifié pas mal de pistes de travail. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions. Est-ce que ces rapports sont accessibles publiquement? Si oui, pouvez-vous nous indiquer où les trouver? Déjà, donc il y a 2 possibilités. Chaque annexe peut avoir un site web dédié. Donc il faut taper pour cela l'annexe avec son titre et normalement Google, le moteur de recherche, va vous proposer le premier lien qui va vers cette annexe. Sinon,
tous les résultats sont publiés dans le site web du programme, qui est normalement celui-ci, si vous le voyez à l'écran. Donc ici, vous avez le site web heatpumpingtechnologies.org. Il y a des publications. Et si vous cliquez dans la partie publication, il y a tous les résultats, les rapports, les proceedings, etc. Vous cliquez donc Reports et il va vous afficher toutes les publications en lien avec les différents annexes. Et du coup, les derniers, bien évidemment, c'est le 57, le 58, le 54, puisqu'ils sont les annexes qui sont terminées récemment. Voilà. Pour quelles raisons les packs AR ne sont pas considérés comme renouvelables? Alors ça, c'est une décision interne à la Corée et effectivement, je n'aurai pas beaucoup d'informations à vous donner là-dessus, mais je peux me renseigner avec les homologues coréens pour en savoir plus et je reviendrai vers vous. Oui, d'accord. Il y a un intérêt pour aussi partager ce rapport de brainstorming. Ouais. Très bien. On va passer du coup à la prochaine étape de ce webinaire qui concerne les résultats récents. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et j'ai sélectionné pour aujourd'hui 2 annexes notamment qui se sont terminées en fin 2023 et les résultats publiés en 2024. Concernant l'annexe 54, donc ce projet s'est développé entre 2019 et 2023 qui traite les pompes à chaleur utilisant de réfrigérants à faible GWP. Le 8 pays participants et les États-Unis qui étaient leaders pour cette annexe. Il y a eu pas mal de rapports publiés, donc du coup une dizaine de documents avec plus de 500 pages. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui on ne va pas rentrer dans tout ce détail. Mais le projet, les objectifs, c'était déjà de faire un état de l'art sur les fluides frigo, les composants, les aspects normatifs, réglementaires de sécurité. Regardez également quels étaient les cas de possible optimisation des composants et également des systèmes. Un peu plus macro, comment bien optimiser la conception des pompes à chaleur et également faire une analyse du cycle de vie et l'impact que ça peut avoir. Finalement, identifier des opportunités de marché pour ce type de pompes à chaleur. Je vous présente les résultats principaux par région. Donc, en Amérique du Nord, les États-Unis, on a notamment le programme SNAP, Significant New Alternatives Policy, qui encadre ce développement des fluides frigorigènes à faible GWP. Ils ont un rapport assez complet, avec notamment, par exemple, une comparaison des différents réfrigérants selon l'application finale qu'on peut imaginer aux États-Unis, avec des alternatives à court terme, des alternatives à long terme, et également une comparaison des performances qu'on peut avoir entre ces alternatives par rapport aux réfrigérants traditionnels, en fonction des différentes applications. Il y a eu pas mal de travaux autour d'une nouvelle méthodologie, développer une méthodologie pour optimiser la conception d'un échangeur de chaleur. Avec cette nouvelle méthodologie qui est bien décrite dans le rapport, ils ont réussi à concevoir un condenseur de environ 5 kW pour le R32 et le R454B pour un climatiseur résidentiel en optimisant la charge de réfrigérant. D'autres résultats, par exemple en Europe, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des recherches sont autour du propane, avec également d'autres réfrigérants comme R32, R452B, 513A, etc. Mais principalement autour du propane. Par exemple, la Suède, leur objectif principal, c'est de diminuer la charge de réfrigérant indépendamment du type de celui-ci. Pour cela, ils ont essayé de concevoir des échangeurs de chaleur avec un ratio volume-surface optimisé, afin de vraiment minimiser cette charge de réfrigérant. Ils nous proposent également le projet EcoPack, où ils ont réussi à concevoir une pompe à chaleur OO de 12 kW avec uniquement 120 grammes d'isobutane. Et finalement, ce qu'il conclut, c'est qu'il faut vraiment travailler encore plus sur les différents composants afin de réduire leur taille, le volume interne et du coup la quantité de réfrigérant qui est à l'intérieur.
Plus de notre côté, en Italie, ils travaillent principalement sur du R32 et du R290 pour toutes les applications de petite et moyenne capacité, alors que pour des plus grosses et moyennes et grandes capacités, on se tourne plutôt vers le 1234 Z2 et le 513A. En France, le CETIAT a participé à cette annexe en proposant le développement d'un prototype d'une pompe à chaleur domestique d'environ 5 kW avec 150 grammes de propane. En revanche, ce prototype nécessitait l'adaptation de certaines pièces, comme par exemple un compresseur de l'automobile. Du côté de l'Allemagne, ils ont partagé des informations sur leur marché. Donc, même si 2023 était encore une année assez importante de développement du marché, ils nous ont montré que tout ce marché il commence à basculer vers des réfrigérants du type propane et R32, avec une part du marché d'environ 50% en 2023. Finalement, l'Autriche, ils nous ont comparé deux systèmes et ils ont réussi à montrer que finalement le propane a des meilleures performances climatiques et également énergétiques par rapport à un fluide traditionnel comme le 410A. Du côté de l'Asie, ce qu'on constate, c'est que il existe des lois nationales qui vont venir limiter l'utilisation des fluides forge WP par exemple, ou l'utilisation des fluides HFC. Il n'y a pas forcément un cadre commun et chaque pays développe ses propres lois. Par exemple, la Corée, leur contribution à ce projet était de principalement faire un état de l'art de la littérature en regardant quelles étaient toutes les publications autour du sujet avec différents réfrigérants, quelles étaient les températures qu'on pouvait attendre et avec quelques observations. Ils ont également fait des essais avec du R32 pour remplacer le 410A pour notamment les climatiseurs résidentiels, qui est leur principal marché chez eux. Du côté du Japon, par exemple, ils ont fait plutôt une analyse des risques. C'est-à-dire, ils ont regardé pour ces fluides à faible GWP qui sont souvent inflammables, ils ont déterminé quelles étaient les mesures à mettre en place pour minimiser les risques en fonction d'une catégorie. Pour le transport et l'entreposage, ils n'ont pas identifié vraiment des solutions à mettre en place. En revanche, pour la partie installation et entretien de ces systèmes, il faut, à leur avis, absolument former les professionnels et utiliser également des appareils de détection des fuites afin de minimiser les risques. Et pour la phase plus d'utilisation, ils recommandent d'avoir une ventilation mécanique afin de renouveler l'air constamment et également utiliser des détecteurs de fuite. Sur l'annexe 57, cette annexe concerne les pompes à chaleur dans des réseaux de chaleur à multi-énergie. Il y avait 5 pays qui ont participé avec le Danemark comme pilote de cette annexe. Le projet s'est terminé en 2023 avec là aussi pas mal de rapports qui ont été publiés, notamment en 2024 et le dernier webinaire en mai 2024. Le projet, il avait comme but d'analyser les différents projets autour de la création de la flexibilité à travers des pompes à chaleur, de décrire aussi qu'est-ce que c'est cette flexibilité et comment on peut l'attendre, quel est le potentiel derrière, et finalement identifier certains modèles d'affaires, donc business models, avec ces pompes à chaleur pour la création de la flexibilité. Donc, qu'est-ce que c'est la flexibilité? C'est tout simplement l'ajustement de la demande d'électricité dans le temps par rapport à différentes contraintes, comme par exemple l'état de la production, la fréquence du réseau, les émissions de CO2, de l'électricité produite, etc. Il y a une graphe qui est assez intéressante qui a été publiée, hein, c'est notamment quel est l'état actuel de la part des réseaux de chaleur dans différents pays européens. Et on pouvait voir tout de suite qu'il y a effectivement différents pays où les réseaux des chaleurs sont majoritaires dans leur mix énergétique. Par exemple, le Danemark, la Finlande, la Suède, avec une part élevée d'autour de 40 à 50%. Et aussi, on a des projections pour 2030 et 2050 avec des parts qui augmentent considérablement dans tous les pays.
par exemple, la Suède, ils nous indiquent qu'ils ont eu des problèmes de capacité du réseau, ce qui limite actuellement le développement économique et le déploiement des pompes à chaleur, notamment. Du coup, il y a des solutions qui sont identifiées, comme par exemple développer justement des services autour de la flexibilité, afin que l'électricité soit mieux utilisée, sans forcément tout changer et faire des gros investissements de l'infrastructure d'électricité. Et par exemple, ils nous font des estimations, comme quoi si on arrive à développer ces packs Smart Grid avec les notions de flexibilité pour les réseaux de chaleur, on pourrait avoir une baisse de la demande d'électricité d'environ 20 à 30% à 2030 dans leur cas. Du côté des Pays-Bas, c'est à peu près la même situation qu'en Suède, avec un mix énergétique très axé sur le gaz. Et du coup, maintenant, le switch vers l'électrique pose des vrais problèmes sur l'infrastructure. Et de leur côté, par exemple, ils sont en train de mettre en place des obligations pour pouvoir contrôler à distance, par exemple, l'effacement des pompes à chaleur et leur consommation d'électricité. L'un des points principaux de cette annexe était aussi de recenser des cas d'études. Il y a 28 exemples qui sont publiés dans les différents rapports, avec 13 cas des pompes à chaleur entre guillemets individuelles, c'est-à-dire des solutions décentralisées, et 18 cas avec pompe à chaleur, plus pour le réseau de chaleur, avec une seule PAC, forte puissance. Donc, j'ai analysé ces différents cas pour en tirer les conclusions principales. L'annexe, par exemple, il nous indique que cette flexibilité peut être obtenue tout aussi bien avec des pompes à chaleur de petite échelle, si on arrive à les contrôler en créant des sous-ensembles, mais également on peut l'attendre avec des pompes à chaleur plus puissantes qui sont aussi connectées au réseau de chauffage urbain. Donc cette flexibilité dont on a besoin pour le réseau électrique, on peut l'attendre à travers des pompes à chaleur, ce qui permet d'augmenter la capacité d'accueil du réseau électrique. Ça permet aussi de prolonger la durée de vie des générateurs d'appoint puisqu'ils vont être moins sollicités, donc les pièces vont être moins usées. C'est pas nécessairement une pénalité sur le confort si le système est bien dimensionné et bien conçu. On observe aussi qu'il y a quelques technologies, comme par exemple les packs qui participent dans le marché spot ou dans l'ajustement automatique de la réserve du fréquence du réseau, ces deux technologies permettent d'afficher des gains assez intéressants. En revanche, pour l'instant, l'investissement qui est nécessaire pour mettre en place ces technologies n'est pour l'instant pas vraiment suffisant pour justifier les gains. Il y avait évidemment d'autres paramètres qui peuvent être optimisés avec l'effacement, avec la flexibilité, comme par exemple les émissions de CO2 du réseau. En revanche, parfois, il y a certains cas où on peut constater une surconsommation d'électricité. Donc, tout ça à prendre en compte lorsque le système est conçu. L'une des choses qu'on voyait systématiquement dans ces différents exemples, c'est que finalement, le stockage thermique est vraiment une source importante de flexibilité. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions sur ce chapitre concernant les résultats récents? C'est un condensat intense des travaux de l'IEA, puisque vous avez vu des dizaines de documents publiés récemment en 2024. Donc c'est pas facile vraiment de tout traiter, mais j'espère que ça vous a intéressé. Donc, des questions autour de l'annexe 54. Alors, je vais lire la question. Dans l'annexe 54, il est mentionné un rapport CFD sur la simulation de fuite en extérieur. Le rapport n'était pas disponible en 2024. Savez-vous si le rapport est désormais disponible ou s'il le sera? Alors ça, je ne saurais pas vous répondre sur cette question. Normalement, tous les documents ont été publiés. Donc ça, c'est des études de OpenFOAM, ok. Là-dessus, il faudrait que je me renseigne. Je sais pas, je suis pas au courant de tous les CFD. J'aurais envie de dire que c'est publié, mais j'irai vérifier, je reviens vers vous. Donc, pas de 290 imaginé aux États-Unis. Ils ne considèrent pas le 290. C'est ce qu'il y a des exigences différentes qu'en Europe, différents systèmes. Je pense que c'est plus en lien avec les problèmes de sécurité que ça crée.
J'imagine qu'il y a d'autres restrictions finalement qui viennent empêcher le déploiement de ce type de réfrigérant. Il y a des recherches bien évidemment, mais pour l'instant, peut-être que le cadre qui est posé par les lois américaines n'impose pas d'aller jusque-là. Et de toute façon, les industriels ne vont pas aller au-delà de ce qui est demandé par la loi dans le pays concerné. Est-ce qu'il y a des recherches au sujet du 454C comme alternative au R32? Alors, bonne question, je ne saurais pas vous dire, mais il y a pas mal de fluides et des interactions qui ont été étudiées entre ces fluides. Je ne pense pas qu'on ait des recherches autour de ce sujet, puisque le R32 vient déjà comme une source de un réfrigérant de remplacement à moyen terme, à court moyen terme. Avec la recherche de la compactification des composants, regardons l'impact sur le COP global, la consommation des servitudes, pompes et ventilateurs pour trouver l'optimum. Bien évidemment, et ça c'est un point qui est inclus dans les analyses et on a des données là-dessus. Enfin, des données sont publiées sur cet optimum qu'il faut trouver. Effectivement, si vous avez des lettres compactées et qu'il y a une période de charge importante, l'augmentation de la consommation des ventilateurs peut être une pénalité. Mais ça, c'est quelque chose qui est regardé. Est-ce que cette annexe 54 s'intéresse aussi, au-delà de la compatibilité avec la F-gaz, à la réglementation riche? Alors pour l'instant, je ne saurais pas vous dire, mais l'annexe était publiée l'annexe a été, la principale partie des travaux a été en 2019 et 2020-2022. Donc il y a peut-être une notion temporelle qui n'a pas permis de traiter tous les sujets. Quelles pourraient être les suites de l'annexe 54 sur les réfugiés à faible pouvoir de réchauffement global? Eh bien, notamment, c'est sur la sécurité et aussi sur la diminution de la taille des composants. Là, il y a des forts enjeux puisqu'on peut encore gagner sur l'encombrement des pompes à chaleur. Voilà, je vous propose de passer au chapitre numéro 3. Il y a encore des questions? Je voyais un blond, du coup, je me disais, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça. Ah oui, il y a des questions qui arrivent. D'accord, ok, c'est pour ça. Qui sortent chaud du four. Concernant l'annexe 57, bien évidemment, il n'y a pas de questions. Le rapport sur la flexibilité est sur le site. Oui, tous les documents sont publiés sur le site web. Vraiment tout, tout ce que je vous ai montré, les 10 documents à peu près sont téléchargeables soit sur le site heatpumpingtechnologies.org, soit directement du site de l'annexe. Donc pour cela, il faut taper annexe 57, Multi-Energy and Network. Et là, il y a tous les documents. Et si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous envoie les documents dans notre possession. Est-ce qu'il est possible d'avoir le site où trouver l'intégralité de cette annexe? Oui, voilà, je viens de vous donner ça. Quel type de stockage thermique est utilisé dans les exemples étudiés? Du coup, il y avait un peu de tout concernant le stockage thermique, donc MCP et sur l'eau, principalement pour les sources de stockage étudiées. Du stockage aussi, au-delà du thermique, c'est le stockage électrique, bien évidemment. La mise en place des batteries, là aussi, permet de gagner pas mal. Donc, il y a ces deux sources étudiées, en fonction du projet, bien évidemment. Pour cela, il faut aller voir chaque fiche descriptive des projets. Y a-t-il des travaux portant plus globalement sur l'éco-conception via ACV? Et ben justement, peut-être que ça, c'est la suite. Ça nous permet d'enchaîner, si c'est bien maintenant. Voilà, je reviens à ma présentation. Du coup, les travaux en cours, il y a des projets qui sont actuellement en route, avec une participation aussi de la France pour certains d'entre eux. Voilà, donc par exemple, il y a le 59 sur les pompes à chaleur pour le séchage. Il y a l'annexe 60 sur le remplacement avec des pompes à chaleur dans des bâtiments non résidentiels. L'annexe 61 sur les pompes à chaleur dans des réseaux de chaleur à énergie positive. 62 sur les pompes à chaleur dans des logements collectifs. Le 63, c'est pour étudier l'impact de l'endroit d'installation de la pompe à chaleur sur l'acoustique.
Le 64, c'est sur les mesures de sécurité pour les réfrigérants inflammables. Le 65, c'est l'économie circulaire pour les pompes à chaleur. Et le 66 qui vient d'être lancé, voilà, on en va parler tout à l'heure, mais c'est par rapport aux conceptions optimales des pompes à chaleur. Du coup, pour répondre à la question de tout à l'heure, on va switcher en anglais maintenant. Now we're going to talk about the Annex 65 regarding the heat pumps in a circular economy. So this presentation will be done by my colleague Jacob Thomsen from the DTI, so the Danish Technology Institute. He is also the delegate for Denmark to the program Heat Pumping Technologies. And Jacob, if you are still with us, I'll give you the floor right now if I find how it works. Thank you, Pedro. I think it's good, Jacob. Yeah. I'm going in. I'm going through. Great. Thank you, Pedro, Yes. and thank you for the introduction and the opportunity to share the work that we're doing. I'll just briefly turn on my microphone and say hello to everybody. Yeah, as Pedro mentioned, my name is Jacob. I work from the Danish Technological Institute, where I'm a business manager in our domestic heat pump area. I will make a presentation about the work that we can do conducting in Annex 65 on heat pumps in a circular economy. And for that, I will just share my screen here. Excellent, Jacob. I'm seeing it through. John, yeah, you can cap your camera if there's any connection issues. Thank you very much. I think I will. I think it's all good. I just got my camera just to make sure that we have hopefully a stable connection going on. So yeah, I'm not my French is somewhat limited, but I saw that Pedro already mentioned an introduction to the annexes and the projects going on within the IEA heat pumping technologies. So I'll dive right into it. So yeah. Diving into the Annex 65, so I've included here a slide and why this is relevant. And what we see is that when we look at the IEA net zero scenarios for heat pump, the capacity is expected to triple by 2030, according to the 2021 numbers, and again double by 2050. And this increased deployment of heat pumps will also increase the material footprint and could influence the supply chains of materials. And concurrently, we're seeing in several markets that there are strategies to switch to a circular economy with focus on repairability, reused components, lifetime extensions, and new business models. And what we're seeing here, I've included a quote from the Future of Heat Pumps report by the IEA, is that heat pumps compared to conventional gas boilers or similar use more materials. Here they've stated twice as much aluminum and 15 times more copper and brass. So this is some of the topics that we're addressing here in this annex. And just to give you an example of how this matches with current trends that you might be familiar with, we're seeing right now material efficiency being increasingly important in eco-design. We're also seeing repairability scores being implemented on various product categories. It was just recently introduced for tumble dryers now. There's also an expectance of a digital product passport as part of the ESPR regulation. That's linked to the product regulation. In terms of the building sector, we're seeing more and more market demands for environmental product declarations, so life cycle analysis in a organized way, so that they can be used to evaluate the footprint of buildings. And also we're seeing focus in
terms of critical raw materials and upgradability in products. So I've included just a small example here. This is just what we see, some of the places where they've already implemented these lifetime carbon requirements. And what we're seeing is in a lot of these markets, we're seeing that the material footprint of the heat pumps are becoming increasingly important in terms of a competitive parameter. So this is something that we expect to be important in the future, but also might include a lot of implications when designing heat pumps, choosing materials, or the required business processes that you need when providing heat pumps to different markets. So this is what we're evaluating here. And the objectives is to provide analysis and share experiences. This is very much in line with the rest of the IEA technology collaboration program. 30 kilowatts. So we're talking mass market and limited limited adjustments for each product. So this is where there's a lot of things to gain if changes are required, but also hard to handle. So what we're doing here is that we're having it organized in 5 different tasks. We have one on terminology and elimination. So this is where I usually say we're figuring out what we're talking about and how we're talking about it. Then we have a task 2 where we're defining what is the state of the art and what do we have in place already, what learnings can be done from that. We have a task 3 on potential and barriers, and a task 4 where we go into more details in terms of developing some best practices on the lessons learned throughout the annex. And concurrently, we're throughout the period disseminating the findings with various stakeholders. One of the things that we're, for example, evaluating is also the impact in terms of materials that are being used, and then a focus throughout especially in Europe, is on these strategic raw materials, critical raw materials. Where can we see potential bottlenecks occurring down the line, and how is this potentially affecting us, and how are these classified? In terms of the timeline, we've been working on the definitions task 1. We're actually having a meeting tomorrow where we're discussing the finalized a very late draft of a task 1 report where we need to evaluate some final things, and then it will be published. Then we're also investigating the state of the art. I'll go into more details on what is actually included in that. And then we're going into more of the applications and the guideline development later. We have an open registration until mid-2025. So it's still open, and I will share with you. I think I'll get back to this. This is just the annex organization. So for now, we have, as you see, the 3 the 3 participants to the left here. That's we have right. Denmark, Germany, and Italy already included. Then we have some potential participants from France, Sweden, US. So included everybody in the work that we've conducted and in the presentations and the status meetings, but at some point we will have to close it off sometime soon. The potential benefits for industry is that we get a common understanding of this whole framework of circularity. This is something that we experience is new to a lot of people. It's a bit might also be a little bit difficult to handle, a lot of new definitions. And it also provides a platform for sharing and evaluating common barriers in the industry, because this is something partly coming from regulation. So it might also be nice to have a voice to raise some potential issues here.
And for companies, they have a possibility to share and discuss these things with researchers, and gain inputs for future products and updated know-how on regulation, and the possibility to share some of their state-of-the-art activities. Yes. So the meeting, the structure is in terms of, we have an international group with national representatives where we meet 1 to 3 months depending on the activities going on. Then we have these deep dive sessions where we dive into a certain topic where we share information and discuss this. I try to organize this one every month, more or less. And then in some countries, they also have a national working group where they have meeting. We have that in Denmark, where we have meeting and discuss what is especially interesting for us. So this is just a broad overview of what is going on. I wanted to share also some preliminary findings and also some structure about how we do this. This is the description of task 1 and the subtasks included, where we will dive into some standards and material efficiency, explore link to regulation, and some literature studies and some case descriptions. And I've included some of the findings from the draft report here, where we've been investigating some of these material standards, the EN 455X product standard, which is a horizontal standard described for the Circular Economy Act that the European Union has promoted. And down in the right corner, you can see how it's linked to the different definitions and where they can be applied whenever, and also in which hierarchy they are linked, how they're linked in the waste hierarchy, where you can gain the most benefits. But also we've also looked at where the gaps are in terms of having these applied at the moment. Then we've looked into what is the current, the latest proposal in terms of the eco-design requirements. What do that tell us and about where we're heading? We've dived into what are the descriptions in the WEEE directive and how does this apply for heat pumps. And we've also dived into the REACH regulation with the potential PFAS ban, how this restrict some materials, especially fluoropolymers, and how this impacts the longevity and the durability, and describes a little bit of the trade-offs that might be in terms of using these materials, and also ensuring a long lifetime, and also the potential issue of a ban in terms of spare parts throughout the product lifetime. Again, this is mainly to set the scene. What are we talking about? Where are the issues? And then we have some review of life cycle analysis being conducted. The one in the right here is a study conducted by Aachen University, where they've evaluated different types of heat pumps compared to a gas boiler. So they look at you see the order here, and then you see R410A, R32, YF, propane, and everything. And then you see also the how to say the different product life cycles, whether the impacts occur in the product heat pump production, the operation, the refrigerant production, and the refrigerant leakage, to get an idea of that. This is also some of the information that we shared throughout the project. And lastly, I just wanted to include some thoughts about what's going on and what are we working with next. To the left, you see the subtasks that we're working on in task 2. We're looking into these take-back strategies for heat pumps.
We know of some studies being conducted by Danfoss. We know Grundfos have some work conducted in this. Alfa Laval and Stena Recycling have some experiences with this. Also Fiesmann, and there's also a potential Swiss scheme going on. Then we're investigating which research projects do we have going on, and do we have any know-how that can be gained from this. Then we have an update on the latest in terms of what is coming from the Commission and other relevant authorities. And then lastly, we have an evaluation of business models. Do we see any relevant business models that we can share and learn from throughout as part of this as part of a circular economy practices. For example, in Denmark, we have heat as a service, where the heat pump provider owns the heat pump throughout the lifetime, and then is responsible for maintenance and service and everything. So that could be an example of that. Lastly, I just included a slide here where you can find information, what is being disseminated. There's also my contact information if you want to reach out if you're interested in joining, or reach out to Pedro. He can tell you more about the formalities. If you have anything that would be of interest to share with the project group in terms of the deep dive sessions, also let me know. And then these things are continuously being disseminated on the website that I've linked to here. So that was more or less what I intended to say. Hope it provides you with an understanding of what we're doing and how we're doing it. Yeah, I think I will stop sharing and then turn on my webcam again. Thank you very much, Jacob, for this interesting presentation. I'm just gonna take back the control and share my screen. I hope it works well for everyone. I think that I've seen one or two questions regarding your presentation. If you could just stay with us for a bit more. Yes, let me see sure. if my tool is working correctly. Let me see. I think I've got the question. Yeah, just after. But first, let's go for the question maybe of the participants. I got this question that just shown in the screen. So it's does research work considered as well the residential air pack heat pump technology, which is a vast majority on the market and installed base? Let me raise the question maybe. I'm struggling to understand the question, Jacob. I don't know if you have any more insight about this one. So we're looking, like, for most of the information that we had included so far, we've had mostly air to water, some information on ground source heat pumps. Due to the limited amount of, so we've limited the capacity to 30 kilowatts. So it's more of it's more smaller air-to-air products. Okay. So and a lot of these are being produced in outside of Europe, where so focus has been lately on the more like hydronic heat pumps. Okay. But we hope to also include the more on the air-to-air, but on the research in the participants, this has been limited. It depends, right? You don't have anyone from Asia in your project. No, we've had interest from Daikin from a PhD student making a project with Daikin, and that could provide us some additional information in that regard. So we hope to get that. Hopefully, yes. Excellent, thanks. Next question. Inside the new F-gas regulation, the targeted GWP level for refrigerant is globally 150. So like propane and stuff like that, meaning in terms of carbon emission, the indirect emission part is far, far bigger than any direct refrigerant emission during lifetime.
Is that being considered? So I guess they're talking about the whole life cycle analysis of not just the carbon emission part. Yeah. So we're looking at, as I mentioned, we saw the Sorry, Jacob, could you repeat the study your answer? from Aachen. They investigated various refrigerants, and Okay. what do we see, especially in the domestic? Yeah. Just a bit of a connection problem. If you could just repeat the Okay, your I'll answer, cut off please. my webcam then. Yeah, you can. Yeah. So we're seeing some the indirect emissions part is far bigger than the direct refrigerant emissions doing. Like, so yeah, for the instance, use phase like, is the use phase with Yeah. the use phase of the heat pumps are considered in these studies, and they contribute with the largest part. But we're also seeing that the production phase is interesting to investigate in terms of refrigerants, because when we're seeing especially propane being used, we're also seeing a large focus on charge reduction. And when we're seeing charge reductions, we're also seeing a limited amount of piping and try like smaller heat exchangers, and yeah. Okay, excellent. Next question is this one regarding your slide regarding the task 1.3 life cycle analysis. Is not clear for the for this person regarding the comparison with WHB. Can you come back to it, please? So could you re-explain maybe? What is meant by WHB? Yeah, if the person could So probably. water heater boiler or water heater. Would it be possible to show this slide again? So maybe we can probably take a look again. I think I have to give you the floor though. Participant. Or you can share it. You also have the presentation if it's easier, Pedro. Yeah, I think we're running a little bit out of time, so probably we're gonna come back to this question afterwards. Jacob, is that fine for you? So we can probably go further because time is running out and you have to leave as well. Next question is probably go a bit further. Do you intend to use the TEWE approach when comparing economical and environmental of each solution? Probably that depends on the participants. Yeah. Okay. Yeah, of course. Okay, WHB wall hung boiler. So are there any comparisons with like life cycle analysis between so that was the base study. heat pumps? That was the base study. That was the base case, and the description, the columns there was the distinction. So the colors were with R410A and with propane and with the R32 compared to the gas boiler. Okay. Excellent. Right, and that's it. I think that's good. We don't have any more questions. There's one more. Okay, last one, really last one, because we don't have much time now. Where is this last question? Maybe I have to go lower. Annex 65, we saw that RWTH Technical University used information from, sorry, let me hide this, PEP Eco Passport method on the L lifecycle analysis. Are you using any other methods in other countries, for instance, in Denmark, Sweden? And if yes, any information on them? So one of the things that we're discussing is actually these product category rules, and I know the PEP Eco Passport has some information on that. It was actually from Asoclima from Italy that included that in their part. I hope that was part of the sources, but we're discussing the potential issues in terms of these product category rules and investigating where they are, if there's any available, and we're also looking into creating like
an evaluation of the available EPDs already published to see if we can see any trends. But Okay. if any, we haven't come around to look at if there's a distinction between the PEP Eco Passport and the methods used in the other EPDs. Okay. Well, thank you very much, Jacob. I just want to go now to a little section where we have some questions for the public, from us to the public. I hope we can switch to the questions right now. It's regarding all the recent results. So yeah, first question. Sorry, Jacob, it's in French, but I'm gonna read it to you and people can just read it in French. So according to you, is the economy, like circular economy, an important thing for the marketing heat pump market in France? So answers could be yes, it's important, yes, but not really important, or not really, or at all. Just maybe 10, 15 seconds for people to answer. And I can see that more than 50% said that it is a priority for heat pumps in France, with 41% also saying that it is important and maybe not the most priority, the biggest priority. So basically everyone says that is important and no one is saying that it's actually not important. So next question, I think is regarding as well the Annex 65. And it's going to be shown in 10 seconds, I hope. If we can manage to, yes. So the question would be if France should participate in Annex 65, and the answers are proposed are the participation of France is mandatory in this annex. The second answer could be it could be interesting, but it's not priority. Third answer is no. There's other things more important. And last one, it's I don't have an opinion on the matter. So the first answers, people are answering very fast, I can see. That's good. The main answer so far is between the first one part, the participation is mandatory or very important for France. That's very, very interesting. So the public really believes that your annex is crucial for France. Last question, let me see. Do you have any activities like research activities that could be useful as input data for Annex 65? If that is the case, that would be very helpful, because in that case, we could probably come to the Annex 65 with already some information. And then we can try and see how all the other little details can be fixed. And I'll probably try and come back to the people that answered yes, because this is, I can see, a really important priority for all our viewers. Right, so I think we can stop this questioning, and we're gonna leave you alone for a little minute. We're gonna just reshare the presentation so that we can go to the last part. You can see my screen, that's perfect, wonderful. Right, the last part. So thank you very much, Jacob. Yes, can I just add a small, before leaving? Yes. If anybody wants to reach out, just feel free to reach out to me. And if you would be interested in joining one of these deep dive sessions, I can also send you an invitation for that. So Pedro, if you will gather the input, just let me know. Yep. Okay, thank you. Then I will just say thank you for the opportunity to share, and good afternoon. Wonderful, thank you very much, Jacob. Have a good day and see you soon. See you. Ok, on peut switcher maintenant pour la dernière partie concernant les travaux futurs. Du coup, un petit retour sur les National Expert Meetings qui a eu lieu le 15 octobre 2024. Du coup, vous pouvez voir la liste de participants qui a regroupé finalement une centaine de personnes en ligne cette fois-ci.
avec une grosse participation des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Chine, avec du coup une participation de la France avec autour de 7-8 personnes. Donc cette séance de réflexion a permis d'identifier pas mal de sujets de recherche. Donc là, cette fois-ci, c'était uniquement pour identifier les pistes, pas pour vraiment évoquer un nouveau projet. Du coup, j'ai listé les principaux sujets qui ont été traités, comme par exemple autour de l'intégration des systèmes, et là, comment par exemple proposer des packs intelligentes et en même temps avec faible GWP. Par contre, apparemment, il y a un besoin autour des méthodes d'évaluation. Donc ça, par exemple, on le voit en Europe, notamment avec la méthode du BAM. Des sujets autour de la chaîne de valeur plus robuste, plus durable et abordable, et aussi évoquer le comportement des utilisateurs. C'est-à-dire comment on propose des packs faciles à installer, qui soient peut-être plug and play, avec une mise en service automatique. Et ça, peut-être tout ça aussi, ça doit être accompagné avec une formation des installateurs, avec une réduction des coûts, etc. Pour finalement adapter un produit qui soit facile d'utilisation. Concernant les sujets autour de l'application des pompes à chaleur, la question principale est vraiment comment élargir la plage de fonctionnement des pompes à chaleur et comment on s'adapte aussi à certaines exigences un peu particulières, comme par exemple la rénovation où il y a des contraintes, mais aussi dans l'industrie où on peut avoir des demandes un peu particulières, par exemple pour la haute précision concernant le séchage, la fabrication des pneus, etc. Il y a des thèmes autour le refroidissement et la déshumidification. Finalement, c'est un sujet très important en Asie notamment. Et du coup, on peut imaginer que pour le bâtiment, comment on améliore ou on assure une efficacité constante lorsque finalement la demande de chaleur augmente. C'est ce qu'on voit avec le réchauffement climatique. De l'autre côté, pour l'industrie, comment on peut améliorer l'efficacité et aussi en même temps récupérer de la chaleur fatale. Il y a des thèmes autour les nouvelles technologies et les réfrigérants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nouvelles technologies de compression sans vapeur, donc vraiment des innovations qui seraient à un niveau de maturité un petit peu moins élevé de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de projet de recherche. Concernant les réfrigérants à faible GWP, il y a encore des choses à faire justement autour des mesures de sécurité et aussi comment réduire la dépendance aux réfrigérants qui sont encore synthétiques, notamment quand on parle des pompes à chaleur à de grosses puissances. Voilà un petit retour rapide sur le National Expert Meetings du 15 octobre. Donc la prochaine édition aura lieu en fin d'année, en octobre également, mais normalement en présentiel. Et là, l'invitation est ouverte à tous les participants. Concernant maintenant les projets récemment lancés et en cours d'élaboration, il y a notamment le projet 66 qui a été démarré fin 2024, il me semble, qui concerne l'Optimal Heat Pump Design in Operation for Broader Acceptance. Il y a pour l'instant 3 pays qui participent, avec pilote les États-Unis. Et l'objectif principal, c'est d'accélérer le développement et l'acceptation de ces packs résidentiels, notamment en recueillant finalement les meilleures pratiques et les données qui peuvent y avoir dans le monde entier pour la conception et la régulation des packs. C'est-à-dire sur tous les domaines en lien avec la conception et les stratégies de régulation des packs, on va faire un état de l'art, identifier les pratiques qui existent, essayer d'en tirer les meilleures et les optimiser pour finalement synthétiser et diffuser les résultats. On est dans la phase d'acceptation des nouveaux pays participants, donc il est possible de rejoindre le projet moyennant donc effectivement des frais d'inscription d'autour de 5 000 € par an, qui est le participant fee. Et ça, c'est payé à l'operating agent, c'est-à-dire le chef du projet. Des projets en cours d'élaboration, donc ça, c'est des idées qui ont été évoquées par le passé et qui maintenant vont déboucher sur une annexe bientôt. Il y a par exemple le Digital Services for Heat Pumps, c'est-à-dire comment utiliser les nouveaux services numériques pour les pompes à chaleur. Et ça peut être le big data, l'apprentissage automatique, par exemple la réalité augmentée et tout ça. Donc c'est une suite de l'annexe 56. Il y a une annexe qui fait suite à l'annexe 58, donc projet sur les pompes à chaleur haute température industrielle. Et là, l'idée, c'est de faire un état de l'art et voir quelles sont les collaborations possibles pour proposer à la fin un matériel éducatif
tant pour l'industrie comme les universités. La suite du projet, c'est un concept qu'on vient d'évoquer sur la flexibilité. L'idée maintenant, ça va être vraiment d'identifier quelles sont les solutions qui permettent d'augmenter la flexibilité. Alors qu'avant, l'annexe précédente, c'était plus d'identifier le potentiel. Il y a un nouveau sujet qui sort complètement de ce qu'ils avaient fait jusqu'à là, c'est par rapport aux pompes à chaleur pour la capture de carbone et la production d'hydrogène. Et donc là, il y a un potentiel finalement de récupération des chaleurs fatales pour ces procédés. Il y a d'autres projets où les idées n'avancent pas vraiment par différentes contraintes, soit de pilotes, soit de pays intéressés. Donc, par exemple, les nouveaux modèles d'affaires pour les pompes à chaleur, il n'y a pas de pays pilote. Il y a une idée qui est quand même intéressante, mais est encore à l'état embryonnaire sur les composants des pompes à chaleur miniaturisées. Donc là, il y a pas mal de pays intéressés. Du coup, on attend la description du projet pour cette année. Il y a des technologies avancées, des cycles de compression de vapeur ou non vapeur pour la réfrigération et le refroidissement et également le chauffage. Donc pour l'instant, cette idée n'avance pas beaucoup, mais il y a des pays intéressés. Et aussi une suite de l'annexe 62 sur les pompes à chaleur collectives pour les immeubles collectifs qui s'appellerait en principe Heat Pump in Action. Et l'idée serait de suivre vraiment des pompes à chaleur installées. Un peu comme ce qui fait le projet de l'ADEME actuellement en France, mais à un niveau international. Et le projet est en cours d'élaboration. Finalement, on arrive du coup, voilà, c'est la prochaine conférence de l'IEA sur les pompes à chaleur. Ça va avoir lieu en Autriche, à Vienne, en mai 2026, avec 4 piliers principaux, c'est-à-dire tous les sujets vont être divisés dans ces 4 catégories concernant les pompes à chaleur pour la nouvelle génération, les applications pour décarboner l'industrie, pour mieux promouvoir ces technologies des pompes à chaleur avec des programmes, des initiatives, des collaborations, et aussi avec une vue sur les marchés futurs. Une grosse différence qu'il va avoir pour cette conférence, c'est qu'on va distinguer et on va donner autant d'intérêt à des articles purement scientifiques, mais aussi pour des pays, pour des articles de recherche appliquée. J'espère que c'est bon. J'espère que vous m'entendez. Hein, je pense qu'il y a des problèmes, mais voilà. Et les dates importantes, du coup, c'est mai 2025 pour les résumés. Il faut donner les résumés pour 2025. Voilà, voilà. S'il y a encore une petite minute pour des questions. C'est fou ça. Oui, oui, je pense qu'on voit. Est-ce qu'il y aurait des questions dans notre outil de questions qui signifie PAC intelligente? Ça peut être en fait une PAC avec une régulation qui est au-delà des standards actuels, c'est-à-dire plus intelligente, avec soit de l'intelligence artificielle, soit avec d'autres fonctionnalités. Donc c'est plutôt la régulation qui serait intelligente. Travaux futurs, le projet 66 est ambitieux concernant la collecte des données sur la conception des packs. C'est un savoir-faire précieux de chaque constructeur, objectif réaliste. Effectivement, c'est l'une des problématiques identifiées dans le cadre de ce projet, mais l'idée, c'est d'aller regarder aussi, par exemple, les outils qui existent pour la conception des packs qui sont normalement libre accès des différents constructeurs, comme par exemple pour les évaporateurs, pour les compresseurs, etc. Il y a des outils qui existent. L'idée, ça pourrait être aussi de récupérer ces informations-là. Et puis, ça dépendra effectivement des pays qui vont participer, le niveau d'information qui va être partagé. Pourriez-vous prévoir un zoom important sur le sujet acoustique des packs lors du prochain webinaire? Ok, on le note si c'est un sujet intéressant. L'acoustique pour vous, n'hésitez pas à écrire oui sur le sur les questionnaires si vous voulez. Mais ça, on pourrait effectivement le traiter. Et un partage des solutions PAC utilisant des moteurs Stirling et thermoacoustiques est-il prévu? Alors non, je n'ai pas vu de sujet passer autour de cette question. Une petite question de mon côté pour vous, avant de vous quitter. Alors, je ne vois pas la question, mais c'est oui. Justement, moi, je me posais la question pour les prochains webinaires. Donc, il y a déjà une personne qui nous a parlé de l'annexe sur l'acoustique. Donc, n'hésitez pas à répondre quelle annexe vous intéresserait le plus pour le prochain webinaire.
et afin qu'on fasse un point plus en détail, un deep dive session, comme a dit Jacob, sur ce webinaire en particulier. Voilà, on termine du coup ce webinaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.